Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide à Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voyons ce qui fait la une de l'actualité ce soir. Ils descendent dans la rue depuis 3 mois pour empêcher un éventuel projet de 3e mandat attribué au président Alpha Condé en Guinée. Mais les manifestants ont décidé de faire une pause. À partir d'aujourd'hui, les protestations ont été suspendues après des heures, ayant fait au moins 3 morts ces 3 derniers jours. Au même moment, Conakry indique que la campagne pour les élections législatives prévues le 16 février prochain va démarrer ce jeudi à minuit. La colère qui a fait rage sur le continent africain en 2019 ne semble pas faiblir en 2020. C'est ce qui ressort du rapport annuel de Human Rights Watch sur les droits de l'homme publié cette semaine à Johannesburg. Au Soudan et en Guinée, des manifestants frustrés se sont heurtés à un leadership bien ancré. Les protestataires zimbabwéens se sont insurgés contre leurs conditions économiques. Au Cap, mais également dans des zones rurales éthiopiennes et à Beni, en RDC, les manifestations portaient sur les droits des communautés déplacées par les conflits. Le premier constat est que les citoyens ordinaires du continent africain prennent les choses en main, se transformant en agents du changement. Nous avons ainsi vu une augmentation du nombre de manifestations pacifiques dans différents pays. Le deuxième aspect est le constat d'un recul en termes d'espace de liberté politique et civique sous l'action des gouvernements. Ce recul a pris la forme de fortes répressions policières, comme on l'a vu en Afrique australe. Nous attendions davantage des dirigeants d'Afrique australe, y compris le président Ramaphosa d'Afrique du Sud, en raison de leur engagement et de leurs promesses en faveur des droits des peuples de la région. Mais nous avons vu une contraction de l'espace de liberté pour les défenseurs des droits de l'homme dans des pays comme le Zimbabwe. Il y a également répression des manifestants avec un usage excessif de la force par les forces de sécurité. Aucune responsabilité n'a été établie. Une lueur d'espoir cependant avec l'obtention par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed du prix Nobel de la paix pour ses réformes ainsi que les mesures de réconciliation avec l'Érythrée. Mais selon le directeur adjoint du plaidoyer pour l'Afrique, ce prix est quelque peu prématuré. Il a fait pas mal de bonnes choses en Éthiopie. Il a libéré des prisonniers politiques, révisé certaines lois répressives et fait la paix avec l'Érythrée. La plupart des choses vont donc dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup à faire en Éthiopie. Selon les experts, dans l'ensemble, l'année 2019 aura été porteuse de résultats extraordinaires. Mais les peuples ne peuvent impulser le changement tout seuls. Ils ont besoin, pour ce faire, d'institutions fortes. Le procureur Éric Didier Tambo a qualifié le jugement des leaders de très gros dossier. Le 13 mai 2017, un groupe de miliciens a attaqué un district de Bangassou et une base proche de l'ONU. Selon l'agence internationale, 72 personnes ont été tuées, 76 blessées et 4400 autres ont fui leur maison. La violence avait pris pour cible en particulier les membres de la communauté musulmane qui s'étaient réfugiés dans l'église catholique de la ville. Les victimes demandent au moins qu'on reconnaisse. Mais qu'on les reconnaisse comme telles, qu'on reconnaisse ce qu'elles ont subi, elles ont vécu. Le procès devrait durer 1 semaine. L'accusation a déclaré que le groupe avait commis un massacre visant de nombreux civils et 10 casques bleus de l'ONU, soit 6 Marocains et 4 Cambodgiens. La milice Pino était l'un des groupes armés à prédominance chrétienne et animiste, constitué pour combattre une coalition rebelle, principalement musulmane, la Seleka. Des combats violents ont amené le pays au bord d'une guerre sectaire, provoquant l'intervention de la France, ancienne puissance coloniale. Aujourd'hui, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra gouverne avec le soutien de la MINUSCA, une force de maintien de la paix de l'ONU de 14 700 hommes. Mais des groupes armés contrôlent la majeure partie du pays, se battant fréquemment pour ses riches ressources minérales. Le gouvernement et les groupes armés ont signé à plusieurs reprises des accords visant à ramener la paix. La plus récente, signée le 6 février de l'année dernière, a atténué
diminué l'intensité de la violence, mais n'y a pas mis fin. Dans une cérémonie rare et solennelle, la mise en accusation du président américain est passée de la Chambre des représentants au Sénat. Il a fallu une enquête parlementaire de 4 semaines qui s'est terminée le 18 décembre. La Chambre des représentants a mis en accusation le président des États-Unis. C'est un fait qui restera pour toujours. Madame Pelosi a nommé 7 membres de la Chambre pour être le procureur au procès, dont le démocrate Adam Schiff, président de la Commission du renseignement, et Jerry Nadler, président de la Commission judiciaire de la Chambre. De nouveaux documents et des témoins indiquent la culpabilité du président et nous avons exposé les efforts de certains membres de la majorité du Sénat de vouloir faire un semblant de procès. Le peuple américain comprend qu'un procès sans preuve, sans témoin, n'est pas un procès du tout, mais une dissimulation, et ça ne passera pas. Les démocrates tenteront de prouver que M. Trump a abusé du pouvoir lorsqu'il a encouragé l'ingérence étrangère dans les élections de 2020 lors d'un entretien téléphonique le 25 juillet avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Madame Pelosi a pris son temps pour envoyer le chef d'accusation au Sénat dans une tentative infructueuse de forcer Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine du Sénat, à accepter des auditions de témoins. Il ne s'agit pas de nuances sur l'aide à l'Europe de l'Est. Cela a toujours été purement partisan depuis le début. Le sénateur du Kentucky précise que chaque parti devra présenter ses arguments avant que la question des témoins puisse être abordée. Le dernier procès pour la destitution du président Bill Clinton en 1999 a duré plus d'1 mois. Le processus au Sénat, dominé par des républicains, commence ce jeudi. Il n'a cessé de prendre des médicaments à forte dose pour l'asthme, alors que sa respiration devenait de plus en plus difficile. Par exemple, juste monter 5 marches, c'était extrêmement difficile pour moi et c'était difficile de respirer. Et à un moment donné, j'étais même sous oxygène. Après avoir développé un cas grave de pneumonie, son médecin l'a envoyé voir un gastro-entérologue. Ce que nous essayons de faire, c'est de prendre du recul et de nous dire, y a-t-il une cause profonde de ces symptômes pulmonaires ? Les tests ont montré que l'acide gastrique de Michel refluait dans son œsophage, le tube qui relie la bouche et l'estomac. Conclusion, elle ne souffrait pas d'asthme. C'est très courant pour nous de voir des gens venir ici à National Jewish avec un diagnostic d'asthme. Et une fois que nous les avons soumis à des tests pulmonaires formels, nous constatons en fait qu'ils ne souffrent pas du tout d'asthme. Un reflux est normal. Mais lorsque le contenu de l'estomac remonte dans l'œsophage et à l'arrière de la gorge, le liquide peut s'écouler dans les voies respiratoires et pénétrer dans les poumons. Ce que Michel avait était une maladie de reflux gastro-œsophagien, souvent appelée par son acronyme RGO. Cela peut provoquer une multitude de maladies, y compris la toux, l'enrouement, l'essoufflement, les pneumonies. Les facteurs de RGO sont souvent l'obésité ou la grossesse. Fumer, manger des aliments gras ou frits et boire du café ou de l'alcool peut augmenter les symptômes. Pour soigner la maladie, des solutions comme la perte de poids et des changements de style de vie peuvent aider. Dès que j'ai eu l'opération, c'était un monde totalement différent. Vous savez, là, tout s'est arrêté. C'était incroyable. C'était comme le jour et la nuit. Sans traitement, le RGO peut entraîner des lésions pulmonaires permanentes ou même un cancer de l'œsophage. Si les symptômes de la maladie persistent chez un patient, si le besoin de médicaments devient de plus en plus croissant, ou si le corps ne réagit pas aux alternatives médicinales, cela devrait déclencher un signal d'alarme. Il se pourrait que la source du mal soit ailleurs. Depuis son traitement, Michel a pu reprendre une vie normale. Découvert durant la CAN 2019, l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri s'offre un challenge excitant dans ce mercato d'hiver en signant au FC Séville pour une indemnité de transport évoquée à 20 millions d'euros. Le Lion de l'Atlas a paraphé un contrat de 4 ans et demi jusqu'en juin 2025. Formé à l'Académie Mohamed V de Casablanca, il a également joué à Malaga à son arrivée en Espagne.
Quant au Togolais Diéné Dakonam, il est convoité par Arsenal et Tottenham, selon le Daily Mail de ce jeudi 16 janvier. Pilier de la défense de Getafe, cet international togolais de 28 ans est arrivé en 2017 en Espagne en provenance de Saint-Trond en Belgique. La clause libératoire de Diéné Dakonam est de 35 millions d'euros. Le tirage au sort de l'Open d'Australie, qui se déroulera du 20 janvier au 2 février 2020 à Melbourne, a été effectué ce jeudi. Chez les hommes, le Serbe Novak Djokovic, deuxième mondial, débutera la défense de son titre et la conquête d'un 8e trophée à Melbourne face au 37e mondial Jan-Lennard Struff. Le Russe Danil Medvedev, 4e mondial, affrontera le 49e mondial Frances Tiafoe, qui avait atteint les quarts de finale l'an dernier. Premier tour plus facile pour Nadal, numéro 1 mondial, qui affrontera le Bolivien Hugo Dellien, qui est 72e. Roger Federer, 3e, sera opposé à l'Américain Steve Johnson, 84e. Chez les dames, Serena Williams, qui est 9e, débutera la quête de son 24e titre du Grand Chelem qui lui permettrait d'égaler le record de Margaret Court face à la Russe Anastasia Potapova. La tenante du titre, Naomi Osaka, 3e mondiale, affrontera la Tchèque Marie Bouzkova, 57e. La numéro 2 mondiale, Karolina Pliskova, sera opposée à la Française Kristina Mladenovic, qui est 39e. Le premier tour du tableau féminin sera marqué par un duel entre les Américaines Venus Williams, qui est 55e à 39 ans, et Coco Gauff, qui est 69e à 15 ans, dans un remake du premier tour de Wimbledon l'an dernier, qui avait vu la plus jeune battre l'aînée et se faire ainsi un nom. Concernant le rallye, une spéciale de 298 km vendredi, donc demain, avec un matelas de 10 et 14 minutes respectivement. Voilà ce qui sépare Carlos Sainz et Richie Brabec du succès au Dakar 2020 dans les catégories auto et moto. Contrairement à leurs poursuivants, les leaders de l'épreuve ont joué la prudence lors de la 11e et avant-dernière journée ce jeudi dans l'immensité des dunes du quart vide entre Choubaïta et Arada en Arabie Saoudite, 754 km dont 379 de spécial. Ils voient logiquement leur avance se réduire mais conservent une bonne marge de sécurité. À l'arrivée, Sainz, qui peut remporter à 57 ans son 3e Dakar Auto après 2010 et 2018, bénéficie de 10 minutes 17 secondes d'avance sur Nasser Al-Attiyah et de 10 minutes 23 secondes sur Stéphane Peterhansel. Vainqueur du jour, c'est tout pour aujourd'hui. Jacques. Merci bien, Nanit Talani. Paralysé depuis son enfance, Abakar Moussa Kale rêve d'être entraîneur de football, un sport qu'il ne peut pas pratiquer à ses grands regrets. Alors il a décidé de transmettre son rêve de jouer aux autres. Aujourd'hui, il dirige une école de football. Nesta Yamgoto est allé à sa rencontre à N'Djamena. Abakar Moussa Kale prépare en détail la science d'entraînement de ce joueur. Le jeune coach de l'école de foot Eclipse Tango note sur son calepin tout le chemin tactique à mettre en pratique cet après-midi. Avant chaque séance d'entraînement, j'élabore mes plans à la maison. J'essaye de préparer les exercices qu'il faut faire et comment les faire. Le football, une passion qui a son emprise sur lui depuis son tout petit âge. Son rêve était d'être footballeur. Mais à 3 ans, Abakar est atteint par la poliomyélite, une maladie qui lui fait perdre l'usage de ses jambes. Un moment difficile de sa vie, dont sa maman se souvient encore. Il est tombé malade dès son jeune âge. Nous l'avions conduit dans tous les centres de santé recommandés pour le soin. Mais en vain. En fin de compte, lui-même s'est résigné. Aujourd'hui, je suis fière de le voir faire ce qui le passionne. Et cela ne me dérange pas du tout. Pour ne pas rester hors jeu, il s'est improvisé entraîneur. Et tout a commencé dans une petite ruelle, avec un seul ballon. Désormais, c'est sur ce terrain qu'il donne le ton à ses joueurs. Voilà, cours.
Eli, allez, travaille, Eli. Maman. Ça fait plus de 5 ans qu'il coache ce jeune. Son abnégation, faire naître le futur meilleur joueur du monde dans son centre, et on y croit. Son handicap ne nous dérange pas. Nous prenons juste ses consignes et nous les respectons. Mon souhait, c'est d'être un grand joueur sorti du centre d'Eclipse. La vingtaine est un pur autodidacte. Il n'apprend que sur l'Internet et s'appuie sur les orientations de certains entraîneurs nationaux. Pour lui, coacher est thérapeutique. La plupart des Tchadiens pensent que le handicap est une fatalité. Et c'est la première chose que moi, j'ai combattu. Je n'ai pas honte de mon handicap et ce n'est pas l'apparence qui nous détermine. C'est plutôt l'intelligence et le courage qui peuvent nous aider à réaliser nos rêves. À travers ses académiciens, Abakar voit son rêve de footballeur brisé par son handicap se concrétiser peu à peu. Nous sommes au large des îles Seychelles, un paradis du tourisme de masse. Cet archipel, réputé pour ses attraits et sa beauté naturelle, ne cesse d'attirer un nombre sans cesse croissant de touristes et de visiteurs en quête d'un endroit féerique comme ici, soit pour y passer de belles vacances, soit pour y faire de l'écotourisme. Mais la densité de l'affluence inquiète de plus en plus les environnementalistes. Le tourisme aux Seychelles est en général en augmentation et cela préoccupe les conservateurs et les écologistes comme moi, puisque nous constatons que nous atteignons peut-être un point que les experts appellent un tourisme excessif. Le secteur touristique a contribué à plus de 60% du PIB des Seychelles selon la Banque mondiale. L'archipel composé de 115 îles est cependant menacé par le réchauffement climatique. Le pays se pose sérieusement la question du nombre de visiteurs qu'il est en mesure d'accueillir. En attendant, le gouvernement a décrété en 2015 un moratoire sur la construction de grands hôtels, à la fois pour protéger son environnement et promouvoir des établissements plus petits tenus par des Seychellois. Le développement est réduit au minimum et il ne détruit pas ce dont nous avons hérité. Ce qui nous permet de garder les eaux propres, l'environnement marin qui regorge de poissons, les attractions qui s'y trouvent, et pour que les gens se sentent dans un environnement encore très intact comparé à de nombreux autres endroits. Selon le ministre Dogley, le gouvernement veut contrôler le nombre de touristes en ayant un œil sur le nombre de chambres d'hôtel. Il prévoit d'accueillir 500 000 touristes par an avec une capacité de 6 000 chambres d'hôtel. Les autorités séchelloises font également observer dans les hôtels des habitudes visant à protéger l'environnement. En un an, nous avons réussi à recycler près de 400 000 bouteilles en plastique. C'était la première mesure que nous avons prise après avoir décidé de produire notre propre eau qui vient du Mont d'Auban, notre petite montagne. On la mettons en bouteille pour l'offrir gratuitement à nos clients. Ici à la plage de Beauvallon-sur-Marais où celle d'Ancé, l'absolue quiétude est de mise. De nombreuses plages semblent inviolées et la majorité des hôtels se fondent dans une dense végétation tropicale aux allures du jardin d'Éden. Fin de ce journal, merci, à demain.